Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour un bilan lecture, vu que je viens de finir mon dernier livre de ma palle. Bah écoutez, on va commencer maintenant. Donc pour le premier livre, donc j'ai lu Sandrone d'Azieri, Le mal que font les hommes, aux éditions Robert Laffont de leur collection La Bête Noire. Donc dans ce livre, nous sommes avec donc une jeune fille, Amala Cavalcante, qui a 16 ans, et qui en sortant du bus, voilà, qui va la ramener chez elle, va remarquer qu'on la suit. Elle va plusieurs fois se retourner, elle va voir une camionnette blanche qui normalement n'est pas là. Voilà, parce qu'elle emprunte toujours le même chemin pour rentrer chez elle et cette camionnette blanche n'est jamais là. Sauf ce jour-là, et elle voit un homme qui passe sa tête à travers par la fenêtre de cette camionnette et elle ne le connaît pas non plus. Donc du coup, elle trouve ça très suspect. Et donc, elle va avancer de plus en plus vite pour rentrer le plus vite possible chez elle. Arrivée devant la barrière de chez elle, c'est à ce moment-là, au moment où elle va tout simplement enfoncer sa clé dans dans ce fameux portail, dans cette fameuse barrière, qu'elle va être kidnappée. Elle ne va rien pouvoir faire. Voilà, elle va être emmenée donc dans cette fameuse camionnette blanche, dans un endroit que l'on ne connaît pas. Et ce n'est autre que sa tante Francesca, qui est avocate et qui va aller voir. Donc, il me semble que c'est sa sœur ou son frère. Je ne sais plus. Enfin, soit c'est la sœur du père, soit c'est la sœur de la mère. Donc elle va aller voir les parents de sa nièce pour leur dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'elle va tout faire pour essayer de retrouver sa nièce. Elle a l'impression que les indices l'amènent vers une enquête d'il y a plusieurs années qui n'a pas été forcément résolue. Voilà, et elle va être accompagnée d'un homme assez étrange, un homme qui se fait passer pour un ancien militaire. Donc cet homme est israélien. Il lui-même a récolté des indices, voilà, il cherche quelque chose de bien précis. Et donc du coup, Francesca va trouver ça assez étrange. Donc ça va se passer dans le présent. On va être là dans une double temporalité, vu que nous allons nous retrouver aussi en... Alors attendez que je me rappelle la date. 1900... Alors, attendez, hein. Aujourd'hui... 32 ans plus tôt. Voilà, on va se retrouver 32 ans plus tôt. Avec une policière qui va devoir arrêter un homme qui est accusé d'avoir enlevé et tué des jeunes filles, voilà, qui vont être retrouvées dans un fleuve, voilà, chacune leur tour. Elles vont être retrouvées dans un fleuve. Et en fait, cette policière est une policière assez... pas borderline, mais on va dire qu'elle est un peu... elle fait sa loi à elle, avec ses hommes à elle. Voilà, ces hommes ont le droit de faire à peu près tout en dehors de la loi, alors que normalement ça devrait être interdit. Et donc du coup, elle va avoir donc pour mission de faire accuser le soi-disant coupable de la mort de ces jeunes filles, et elle va tout faire pour le mettre en prison. Sauf que cet homme va tout simplement mourir, il me semble, et on va se rendre, enfin la policière va surtout se rendre compte que elle s'est peut-être trompée par rapport au coupable. Voilà, le coupable n'était pas celui-ci. Et elle va essayer tout simplement de mener son enquête en dehors des clous.
pour essayer de comprendre, pourquoi, est-ce qu'elle a ce sentiment-là, que, ces jeunes filles n'ont peut-être pas été, tuées par, celui qui a été condamné et qui est décédé. Et en fait, ces 2 histoires vont tout simplement, se regrouper. Les pièces du puzzle vont encore une fois, s'assembler pour au final, voilà, nous donner, l'explication, qui va, tout simplement nous sauter à la figure. Voilà. Ça a été une bonne histoire, j'ai bien aimé le passé et le présent. Le passé, j'ai eu un peu de mal avec, la policière parce que c'est une policière très spéciale, elle a un sale caractère, elle envoie chier tout le monde. Elle a un petit garçon, qu'elle essaye, comment dire? D'élever comme elle peut. Ce petit garçon est élevé par sa grand-mère, elle ne s'entend pas du tout bien avec sa belle-mère, voilà, qui a la garde, de son fils. Vu que le métier qu'elle fait, elle ne peut pas, s'occuper de son petit garçon comme il faut. Voilà, donc c'est la belle-mère, qui a la garde, du de ce petit garçon. Donc elle essaye, et d'avoir, sa vie privée et de combiner avec sa vie professionnelle, ce qui n'est pas évident et j'ai eu un petit peu de mal au départ avec cette flic, le temps de m'habituer un peu à son caractère et j'ai fini par, vraiment l'apprécier parce qu'au final, ça se révèle être une excellente flic, qui veut vraiment faire tomber, ceux qui sont, responsables, de ces fameux meurtres, du meurtre de ces fameuses jeunes filles. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi le présent, la tante, de d'Amala est une, heu, comment dire? Une femme très intelligente, qui, par un concours de circonstances va, remarquer qu'il y a, une similitude entre la disparition de sa nièce et une ancienne affaire. Donc, la fameuse enquête d'il y a 32 ans et voilà et donc ces 2 enquêtes vont se combiner et ces 2 personnages, étaient de très bons personnages. La plume de Sandrone Dazieri est, vraiment, très, très belle. J'aime beaucoup sa plume. Les chapitres sont très petits, l'histoire va très, très vite. On a des petits tweets, tout au long de l'histoire et pour finir un tweet final, qui est assez, enfin peut-être pas extraordinaire, mais en fait, c'est, une fin, une très bonne fin en fait, voilà, tout à fait, qui donne toutes les réponses à nos questions, tout simplement. Et voilà et donc ça a été une très bonne histoire. Donc si vous aimez, cet auteur, si vous avez aimé, sa saga de polar de Tu tueras le père, tu tueras l'ange et tu tueras le roi, vous aimerez, sûrement, ce tome-ci, donc Le mal que font les hommes. Alors ce n'est pas avec, les mêmes personnages, hein, c'est un one shot, tout simplement, mais c'est un, vraiment très bon livre. Voilà. Donc Sandrone Dazieri, Le mal que font les hommes, aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête noire. Ensuite, je me suis lancée dans un roman historique, donc dans L'étoile brisée de Nadège Laneri Dagen, aux éditions Folio. Alors, on m'a très bien vendu cette histoire, et ce qui se passe dans ce livre, c'est qu'on est avec, 2 frères qui vivent en Espagne au XVe siècle. Voilà. Ces 2 frères sont d'origine juive. Les juifs ne sont pas très appréciés à cette époque-là, et donc ces 2 frères vont malheureusement devoir, tout abandonner. Ils vont devoir quitter leurs parents, ils vont devoir quitter leur grand-père, ils vont devoir changer de nom pour pouvoir, tout simplement faire leur vie, parce qu'il y a, comment dire? Une guerre contre les juifs, qui va arriver dans la ville où ils vivent et donc du coup, ces 2 frères vont, tout simplement devoir quitter leurs parents, donc ils vont partir et ils vont devoir se séparer. Donc il y a un frère, qui va, tout simplement devenir, médecin, en Allemagne, voilà. Il va rencontrer, Martin Luther, donc qui est un moine, qui a, comment dire? Qui a été très célèbre, pendant son temps, voilà, qui n'aimait pas trop les juifs. Donc du coup, ce frère, se méfie quand même, mais il va devenir le médecin, comment dire? Privilégié
de Martin Luther. Et l'autre frère va tout simplement devenir marin. Et il va devenir ami avec Americo Vespucci, qui était un grand explorateur. Et donc ce jeune frère va tout simplement découvrir tous les continents qui vont tout simplement... euh, euh, ah, comment dire? Il va tout simplement créer les cartes géographiques qui par rapport au continent qu'il a visité. Donc il va lui-même créer les cartes, il va devenir cartographe, et il va lui-même créer les cartes qui vont en fait tout simplement créer la Terre, en fait, le monde, hein, voilà. Donc il va tout simplement dessiner sur cette carte tous les continents que lui-même a visités, qu'il pense être à la bonne place. Et voilà, et donc il va rencontrer, enfin ses deux frères même, vont rencontrer tous des personnages qui sont très célèbres. Donc comme je vous l'ai dit, Martin Luther pour l'un des frères, et l'autre Americo Vespucci. L'autre frère va aussi entendre parler de Christophe Colomb, voilà, qui a soi-disant découvert l'Amérique, sauf qu'il a découvert les Indes, donc voilà. Et donc on va suivre la vie de ces deux frères. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture, donc déjà parce que c'est un gros livre, il fait un peu plus de 800 pages. Mais ce dont j'ai eu le plus de mal, c'est qu'en fait on ne suit pas forcément la vie de ces deux frères intensément. Je m'explique. On va suivre leur vie, mais par petits morceaux. C'est plus la vie des personnages secondaires qu'on va suivre, comme Americo Vespucci, comme Martin Luther, comme plein d'autres personnages, comme les Médicis, les différents rois. Donc il y aura Henri VIII, il y aura François Ier. On va nous parler aussi de Léonard de Vinci, pardon, pourquoi Leonardo, je sais pas. Léonard de Vinci. Voilà, on va nous parler vraiment de tous ces personnages secondaires qui ont qui ont peuplé cette fresque historique dont on a beaucoup entendu, enfin pour certains, dont on a beaucoup entendu parler, mais on ne parle pas assez, je trouve, dans ce livre des deux frères. Et j'ai trouvé ça assez dommage. L'autrice a voulu remplir cette fresque historique avec plein de faits réels qui se sont réellement passés. Voilà, donc cette découverte des continents, la médecine au temps du XVe siècle, donc ce qu'on avait le droit de faire et pas faire, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi. Mais on n'est pas tellement avec les deux frères, et ça, j'ai trouvé ça assez dommage. Même si ce roman est fort et très complet, voilà, on nous parle de plein de sujets différents. On va nous parler aussi de l'autisme, voilà, parce qu'il y a un des personnages dans cette histoire qui est autiste. Et être autiste à cette époque-là, c'était pas évident, comme à notre époque à nous. Voilà, c'était vraiment considéré comme quelque chose de très étrange. Donc l'autrice nous parle de plein de sujets différents. Il y a des sujets très intéressants, mais il y a aussi des sujets très très longs, très très lents. C'est très très lent, et voilà, et en plus le livre est très gros. Donc j'ai un peu galéré à lire ce livre. Je me suis mis une balle dans le pied en lisant ce livre, je m'en rends compte, mais on me l'a tellement bien vendu. Voilà, ça a été tellement une excellente lecture pour une personne dont j'ai vu la vidéo, que je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est un roman historique, moi qui aime bien tout ce qui est historique, et je voulais vraiment, connaître la vie de ces deux frères, savoir s'ils allaient à un moment donné se revoir ou pas, et voilà, et savoir ce qui était devenu leurs parents, alors qu'on ne le sait pas. On ne sait pas ce que sont devenus leurs parents. Voilà, chacun des frères fait sa vie de son côté. Ils ont chacun leur vie. Il y en a un qui va être marié, qui va avoir des enfants. L'autre, il va être marié, il va pas réussir à avoir d'enfants. Euh, voilà. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans ce roman, mais je trouve qu'on n'est pas assez avec ces deux frères. Voilà. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça fort dommage. Mais c'est vraiment fort complet. Voilà. On sent bien que l'autrice est
historienne d'art, on le sent bien, voilà, bah, comme je vous l'ai dit, c'est complet, hein, tout simplement. On sent le côté historique, de cette histoire. Donc, bah, écoutez, si, vous aimez les romans historiques très riches, très lents et vraiment bien fournis, vous aimerez sûrement ce livre. Sinon, si vous n'avez pas envie de lire un livre historique, trop complexe, ne vous lancez pas dans cette lecture parce que ça va plus être, une torture pour vous qu'autre chose. Voilà. Donc, Nadège Lannéry, Dagen, L'étoile brisée aux éditions Folio. Ensuite, en troisième livre, j'ai décidé, de lire Les yeux de Mona de Thomas, Schleicher aux éditions Albin Michel. Alors, là aussi, ça a été un peu compliqué pour moi au départ, par rapport à ce livre. On me l'a très bien vendu. J'avais lu la 4e de couverture et l'histoire avait l'air intéressante. Donc on est dans cette histoire avec la jeune Mona. Mona qui, malheureusement, à un moment donné, va tout simplement perdre la vue. Elle est en train de faire ses devoirs, elle est avec ses parents dans sa maison, hein, voilà. Elle fait ses devoirs de maths. Et d'un seul coup, elle va perdre la vue. On va pas trop savoir pourquoi, donc ses parents pris de panique vont appeler le médecin. Le médecin va leur donner le nom d'un spécialiste, d'un ophtalmologue spécialiste dans ça, qui va lui faire donc tous les examens possibles et inimaginables pour comprendre ce qu'il s'est passé. Donc Mona va retrouver la vue au moment où elle va être sur la route pour voir cet ophtalmologue. Mais ça ne l'empêche pas de faire tous les examens donc pour comprendre ce qu'il s'est passé. Il va penser que c'est un AIT. Donc ça serait pour lui un accident ischémique transitoire. Voilà. Mais en faisant les examens, il va se rendre compte que ce n'est peut-être pas cela. Donc il va préconiser aux parents de Mona de lui faire aller voir un psychiatre, tout simplement, pour comprendre ce qui a bien pu se passer, parce que pour le médecin, si c'est pas une AIT, c'est que ça a une autre origine. Voilà. Le fait qu'elle ait perdu cette cécité pendant presque 1 heure, mais sans vraiment de raison particulière, il trouve ça étrange, donc il va préconiser d'aller voir un psychiatre. Donc les parents de Mona vont en parler au grand-père, voilà. Le grand-père, bien évidemment, va être un peu pris de panique, il va se dire « mince, peut-être que ma petite fille ne va plus avoir la vue ». Et donc il va avoir l'idée d'emmener Mona au Louvre, au musée d'Orsay et au musée Beaubourg pour l'amener à voir des tableaux, des sculptures de différents artistes, voilà, pour qu'elle puisse voir la beauté de tous ces tableaux avant peut-être, parce que lui ne sait pas, si les parents et le grand-père ne savent pas si Mona va perdre la vue entièrement. Donc avant, peut-être, si jamais ça doit arriver, le grand-père veut vraiment qu'elle voie toutes ces belles choses avant de perdre la vue. Donc au lieu de l'emmener voir le psychiatre, il va tout simplement l'emmener voir 52 œuvres, 52 tableaux, et essayer avec elle donc déjà lui expliquer l'origine de chaque tableau, le passé du peintre, donc l'histoire du peintre, pourquoi est-ce qu'il a peint ce tableau-là et pas autre chose, l'année de sa naissance, sa vie, voilà. Donc il va expliquer tout ça à Mona pour chaque tableau, pour les 52 œuvres, et il va tout simplement demander à Mona son ressenti par rapport à ces tableaux, par rapport à ces sculptures. Et donc on va suivre cette relation entre ce grand-père et sa petite-fille, qui est une belle relation. Le grand-père est apparemment un ancien militaire qui est en retraite depuis des années. Il a perdu sa femme il y a quelque temps de cela, quand Mona était plus petite. Et on va se rendre compte que Mona, qui a connu cette grand-mère,
a, comment dire, vécu un petit traumatisme par rapport à cette grand-mère parce que, bah, sa grand-mère est décédée depuis quelques années et personne ne veut parler, de cette grand-mère. Pourquoi? Ça, on ne le sait pas, mais on va finir par le savoir parce que Mona se pose beaucoup de questions et parce que le fait qu'elle ait perdu sa cécité a un rapport avec, sa grand-mère, tout simplement, voilà. Mais on va finir par comprendre pourquoi. Alors, hem, ça aurait pu alors c'était une petite intrigue. Ça aurait pu être intéressant, heu, on sait pourquoi à la fin, on sait pourquoi elle a perdu la cécité, pendant 1 heure, on le sait très bien. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça soit pas assez exploité, voilà. Parce que la révélation finale était pas vraiment, une dinguerie, tout simplement. Par contre, ce qui était bien, c'était, l'histoire de ces 52 œuvres, voir les réflexions de Mona, même si je trouve, que Mona a, parfois des réflexions vraiment d'adulte. Pour une gamine de, 10 ans, se retrouver au musée, moi vous m'auriez emmenée, à 10 ans au musée, je vous aurais dit: «C'est bon, j'en ai rien à faire de tes œuvres». Voilà, on m'aurait pas emmenée à 10 ans, au musée. Franchement, voilà, à 10 ans, moi je jouais, dehors avec mes copines, voilà. Mais Mona, elle, a des réflexions vraiment d'une adulte, voilà, mais c'était quand même intéressant parce que, pour chaque œuvre, donc le comme je vous l'ai dit, comment dire? L'auteur, nous raconte vraiment l'histoire du peintre. Pourquoi est-ce qu'il a peint cette œuvre, ou qu'il a sculpté d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des petites sculptures et l'année de la naissance du peintre, quelle a été sa vie, pourquoi il est devenu peintre, pourquoi il a dessiné, pourquoi il a fait cette peinture et cetera et cetera. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a pas mal de peintres que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître, d'autres que je connaissais vaguement et que j'ai, appris à redécouvrir et j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, ce qui est bien dans ce livre, c'est que l'auteur a pris la précaution de mettre donc les différentes œuvres dans, la couverture de son livre. Alors je vais vous faire voir un petit peu, voilà, alors attendez, hop, j'enlève. Voilà, donc la couverture, donc en fait c'est une couverture comme ça, donc là vous voyez, donc toutes les œuvres du Louvre et si vous ouvrez donc la couverture du livre, vous avez les autres œuvres, donc vous avez Orsay et Beaubourg, voilà. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que en même temps qu'on suit l'histoire, en enlevant donc la couverture, on peut voir ce que Mona voit et ce que son grand-père voit au niveau de l'œuvre et on peut suivre donc toute cette histoire du point de vue des deux protagonistes et voilà, et voir ce que eux ils voient. Parce que c'est facile de dire oui, alors le tableau est représenté comme ci, comme ça, mais quand tu vois pas vraiment l'œuvre, tu ne peux pas te faire vraiment une idée. Donc là, on peut voir les œuvres, même si les œuvres, je trouve qu'elles sont un peu petites, mais bon. Après, il suffit juste d'aller sur internet et de voir, de zoomer ou de dézoomer si vous voulez voir l'œuvre en plus grand. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'a pas trop dérangé qu'elle soit si petite, mais bon. J'ai trouvé que ce livre était quand même relativement intéressant. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par l'art, si vous avez envie de connaître les 52 œuvres, peut-être qu'il y a comment dire, des peintres, des artistes que vous ne connaissez pas et que vous apprendrez à connaître et peut-être que si vous n'habitez pas loin, vous aurez envie de rentrer dans ces différents musées et de voir les œuvres de vos propres yeux. Ça pourrait être aussi intéressant pour vous. Donc si vous êtes intéressé par ça, bah écoutez, lisez ce livre parce que toutes les œuvres sont vraiment très intéressantes. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre par rapport à ça. Après l'intrigue, bon, l'auteur aurait peut-être pu faire autrement. Je trouve que c'était pas voilà, une intrigue extraordinaire, mais ça reste quand même relativement un bon livre, malgré tout. Donc Les yeux de Mona de Thomas Schleicher aux éditions Albin Michel. Et donc en dernier, je me suis lancée dans un livre de fantasy, de roman fantasy, de
Romantaisie, voilà, je cherchais le mot, d'Eliskova, donc une danse avec le prince Faé aux éditions Big Bang. Donc regardez-moi ce livre, il est juste magnifique. Et le Jaspage, je ne vous en parle même pas. Voilà. Donc j'avais déjà lu de cette autrice une danse avec le... Non, j'avais déjà, pardon, un pacte avec le prince elfe, le roi elfe, pardon, le roi, je vais y arriver, le roi elfe, et que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ça avait été un très, très bon roman, une très belle histoire. Là, on est donc dans toute autre chose. On est avec Katria, qui est une jeune fille qui vit avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Donc on apprend très vite que son père était un commerçant et qu'il s'est perdu en mer, donc on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est sa belle-mère qui l'a élevé, sa mère étant décédée quand elle était petite. Et elle n'a pas une vie très très belle, parce que sa belle-mère ne l'aime pas, tout simplement. Et comme son père n'est plus là, elle est obligée de vivre sous la coupe de sa belle-mère. Sa belle-mère va tout simplement un jour devoir, entre guillemets, la vendre, voilà, en mariage à un homme que Katria ne connaît pas. Voilà. Qui s'appelle le seigneur de Finwood. Voilà, alors elle ne sait pas qui c'est, elle ne le connaît pas et elle va être vendue en mariage car sa belle-mère a besoin d'argent pour pouvoir vivre d'une façon très au-dessus de ses moyens. Voilà. Donc elle va tout simplement vendre sa fille en mariage et vendre un petit livre que le seigneur de Finwood veut absolument, qui appartenait à la mère de Katria. Donc Katria arrive dans la propriété du seigneur Finwood, elle va le rencontrer. Mais le seigneur Finwood ne veut absolument pas qu'elle le voie. Elle ne veut pas qu'elle voie son visage, elle ne peut voir que sa silhouette, que son dos en fait. Tous les soirs, elle va lui demander de bien vouloir boire un digestif avec elle pour qu'ils essayent de se connaître, mais dos à dos. En fait, ils vont être assis tous les deux dans un fauteuil, mais les deux fauteuils vont être dos à dos pour ne pas qu'ils se voient. Donc ça, c'est très étrange. Elle trouve son comportement très étrange, surtout qu'elle ne peut pas, aller dans toute la propriété. Elle ne peut aller que dans l'aile où il y a sa chambre. Elle ne peut pas aller dans le jardin derrière. Elle ne peut aller que dans le jardin de devant. Voilà, elle a vraiment des grosses contraintes et elle ne peut pas non plus, aller se promener la nuit, par exemple. À partir de minuit, pouf, faut qu'elle soit rentrée. La propriété est fermée et voilà, elle ne peut plus sortir. Donc ça, c'est vraiment très étrange. Sauf que un jour, elle va tout simplement, aller à l'encontre de ses règles parce que le seigneur Finwood va tout simplement lui glisser une lettre sous sa porte. Elle va lire la lettre et là, elle va se rendre compte que le seigneur Finwood va tout simplement l'abandonner. Et elle n'accepte pas ça, donc elle va aller dans sa chambre et elle va découvrir dans l'aile où lui il est, qu'il y a une porte qui va l'amener dans une sorte de cave. Ça va être très très étrange. Et en fait, dans cette cave, elle va avoir la surprise d'être en plein rituel. Voilà. Elle va être avec plusieurs personnages très étranges qui sont apparemment des failles. Voilà. Donc différents personnages. Et donc ces différents personnages sont en plein rituel. Et en fait, pendant ce rituel, il va y avoir tout simplement le livre de sa mère qui est prêt à atterrir dans un feu. Voilà, il faut qu'il brûle le livre. Et en fait, comme elle ne veut pas que le livre de sa mère soit brûlé, elle va tout simplement empêcher cela. Donc elle va sauter dans les flammes pour réussir à récupérer son livre. Et c'est à partir de ce moment-là que sa vie va basculer.
elle va devoir suivre le seigneur Fieldwood, qui au final, elle va s'en rendre compte, est un fae, qui va l'emmener dans son monde à lui, donc le monde des fae. Et c'est à partir de là que toute l'histoire va commencer. Elle va découvrir qu'en fait, donc le seigneur Fieldwood est un futur prince qui veut sauver son peuple, qui est aux griffes d'un autre seigneur qu'on appelle le seigneur. Alors, c'est Goltrov, si je ne me trompe pas. Alors, si je ne me suis pas trompée, il me semble que c'est ça. Goltrov ou quelque chose comme ça. Et donc, il veut tout simplement tuer ce seigneur qui, donc ce seigneur, veut tuer tous les descendants des rois d'Avinès. Voilà. Pour pouvoir devenir le seigneur tout-puissant, pour pouvoir gouverner tout un peuple, tout le peuple des failles. Et donc elle va être embarquée dans toute cette histoire, elle va rencontrer un autre monde, et elle va se rendre compte qu'il y a en elle quelque chose, il va y avoir des souvenirs qui vont lui revenir en tête, et ces souvenirs vont tout simplement lui raconter sa propre histoire, en fait. À un moment donné, donc ces souvenirs vont lui revenir en mémoire, elle va y avoir le déclic, et ces souvenirs qui vont revenir en mémoire, et elle va se rendre compte que ce peuple fae ne lui est peut-être pas si étrange que cela. Voilà. Je peux pas vous en dire plus pour pas trop vous spoiler, mais alors ça a été une bonne histoire, même si je dois avouer que j'ai deviné assez rapidement l'intrigue. Voilà, l'intrigue qu'il y a dedans, on le devine assez rapidement par rapport à Catria et par rapport à Davion, qui est le comte de Finwood. On comprend vite le petit secret de Catria. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à son enfance, voilà. Et on devine très très vite. Voilà, ça m'a un peu pas déçue, mais j'aurais aimé que ça soit un petit peu, que l'intrigue soit un peu plus complexe. Là, ça a été, je l'ai deviné assez trop rapidement même. Mais sinon, l'histoire d'amour, parce qu'il va bien évidemment avoir une histoire d'amour entre Catria et Davion, va être assez intéressante, ouais. C'est une romance qui va évoluer petit à petit, qui va éclore. Ils vont tout simplement se découvrir l'un et l'autre. Et cette romance va naître, et ça a été pour moi une très belle romance. Donc dans l'ensemble, l'histoire ça a été. Mais comme je vous dis, l'intrigue, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu trop facile. En même temps, je me dis que peut-être que l'autrice, c'est peut-être ce qu'elle voulait à la base. Elle voulait peut-être pas une intrigue très complexe pour qu'on puisse un peu comprendre l'histoire et savourer cette romance. Voilà. Donc si vous avez lu Un pacte avec le roi elfe et que vous êtes tenté, mais que vous n'avez pas encore franchi le pas pour acheter ce livre, n'hésitez pas parce que ça vaut quand même le coup. Voilà. Donc Eliskova, une danse avec le prince Faé aux éditions Big Bang. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. Donc maintenant je vais vous présenter les prochains livres que je vais lire. Donc je suis en train de lire le livre de Joyce Ménard, L'Hôtel des Oiseaux, aux éditions Philippe Ray. Voilà, que j'ai à peine commencé. J'ai lu qu'une 30aine de pages. J'ai ensuite l'intention de lire le livre de Momalo, La Braise Brigade. Bienvenue chez les Corrigan, le tome 1 aux éditions Les Escales. Voilà, avec la petite dédicace, voilà, qui est bien. Ensuite, j'ai l'intention de lire le livre de Mathieu Le Cerf, La mort dans l'âme, donc qui est la suite de... Alors attendez, que je me rappelle des noms.
de la part du démon et au royaume des cris, voilà, donc qui est le dernier tome. C'était une trilogie, et je pense que ça va se finir avec ce tome-ci. Donc on va retrouver bien évidemment des personnages récurrents. Et bien évidemment, ce livre a été dédicacé donc, par l'auteur. Voilà, la petite dédicace qui fait bien. Et ensuite, un dernier livre, donc j'ai l'intention de lire un gros bébé, vu que j'ai l'intention de lire un intégral. Et ce n'est autre que Prince Captif, l'intégrale, donc le tome 1, 2 et 3, plus alors il me semble que ça s'appelle des... je ne sais plus quoi. Je sais qu'il y a des... Attendez, je l'ai là. Je l'ai plus. Le temps d'une saison, donc vous voyez, c'est les... Ah, comment on appelle ça? Attendez, hein, j'essaie de retrouver. C'est... Ah, avec toutes leurs pages, c'est pénible. Super, bah là, il n'y a pas, donc sur mon début. Voilà. Donc il y a Le temps d'une saison, Le palais d'été, Les aventures de Charles, Le marchand de tissus vénitien et Mignon. Donc ça, ce sont des petites choses en plus. Et bien évidemment, comme vous le savez, alors je ne sais pas si vous le savez, mais moi je vais vous le dire, il manque une page dans ce livre et Brajlon, sur leur site, avait prévu de donner une page en plus si on, si on prenait en photo le livre. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai reçu la petite page en plus qui est vraiment excellente, voilà, qui fait partie du livre. Donc voilà. Donc quand je serai arrivée à cette page là, voilà, je lirai ce que Brajlon m'a envoyé. Et c'est envoyé gratuitement, bien évidemment. Donc voilà, donc le Prince Captif, l'intégrale, donc il y a 3 tomes plus des petits, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est des petites choses en plus qu'il y a dedans. Donc c'est l'histoire d'un, comment dire, de Damon, qui est un héros qui devrait, qui est l'héritier légitime du trône d'Achiléos. Malheureusement, son demi-frère va s'emparer du trône et il va devenir esclave, il va être capturé, dépouillé, il va être dépouillé de son identité, il va être offert comme esclave et il va tout simplement tomber, à mon avis, amoureux du prince Laurent, donc celui qui est, voilà, qui est le propriétaire de Damon. Et donc en fait Damon n'a qu'une idée en tête, c'est récupérer son trône, tout simplement. Voilà. Donc le Prince Captif, l'intégrale de C.S. Paca. Voilà donc pour mes prochaines lectures, j'espère qu'elles vous tentent. J'espère que mon bilan lecture vous a plu. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine, je vous ferai sûrement une vidéo donc sur, comme me l'a demandé Isabelle, sur mes thrillers préférés et sur mes romans historiques préférés. Il faut que j'organise tout ça, mais je pense que ça va être votre prochaine vidéo. Et puis il y aura bien évidemment donc un prochain bilan lecture quand j'aurai fini toute ma palle de mes 4 livres. Et puis sûrement un prochain book haul. Voilà. Donc j'espère que tout cela vous aura plu. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. Pour ceux qui sont peut-être rentrés, je vous souhaite un bon courage si jamais vous n'y êtes plus en vacances. Peut-être que vous avez repris le boulot ou pas, je ne sais pas. Ou si vous l'êtes encore, écoutez, profitez encore de vos vacances. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!